Je m'étais créé un tableau Excel et je reprenais vraiment l'ensemble des thèmes de mes copies, la note, mais surtout les 2 colonnes essentielles, c'était les points positifs et les points négatifs. On est obligé d'avancer sur une posture où quand on voit l'actualité, quand on lit une braille, il faut se dire mais qu'est-ce que j'en pense ? Quel est mon avis ? On construit un raisonnement, on a une méthode qui est en train de se mettre en place et on évolue pour aller à la rencontre du jury du grand oral avec une pensée construite. Quand tu sais que tu as eu des bonnes expériences professionnelles, tu peux aussi t'en servir pour faire des propositions qui ont du sens. Donc je pense que s'interroger sur son parcours, c'est pas du tout une perte de temps, c'est aussi utile pour toute la préparation. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast animé par David Basse qui donne la parole à des fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. Dans ce double épisode consacré aux conseils pour réussir les concours internes, je suis entouré de 2 lauréats, Aurélie Vert et Thibaut Ménieux, doublement admis à l'Institut National du Service Public et de l'Institut National des Études Territoriales par la voie interne. Après avoir eu dans un premier épisode la présentation des 2 invités, de leur parcours, de leurs points forts et points faibles, ainsi que des classes prépa suivies, on se concentre dans ce second épisode dans une partie 3 sur les écrits et une partie 4 sur les oraux. Je vous invite bien sûr à écouter le premier épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à le partager à 2 personnes autour de vous si vous aimez le contenu, car ça aide pour la visibilité. Enfin, ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Partie 3 sur les écrits, comme vous avez abordé ce moment, ce premier moment, cette rencontre avec le concours officiel, puisque bon, les écrits, voilà, comme vous l'avez dit, toutes les semaines vous en avez fait, mais là on parle du vrai concours. Thibaut, comment on aborde alors quand on commence en juillet et qu'on a cette ligne de mire juin, qu'on a 12 mois devant soi, parler tout à l'heure d'un semestre à plein régime, puis après on avise, on module, on change en fonction de l'état d'avancement de sa préparation. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus ? Alors je pense que pour s'organiser, et c'est quand même un temps fort d'arrêter une organisation et la retenir et la dérouler sur l'année de préparation, il est important de revenir au programme. C'est une étape incontournable. On prend le décret de 2015 qui liste les différents chapitres de toutes les matières et les connaissances qu'il faut maîtriser dans chacune d'elles. On trouve pour chaque matière un manuel recommandé par un préparationnaire qui a réussi les concours avant nous, un manuel proposé par un prof ou quoi que ce soit. Et on s'arrête sur ce manuel, on le prend et c'est un peu dans chaque discipline la Bible que l'on retient. Moi, c'est ce que j'ai fait dans chacune de ces disciplines. Je suis aussi allé chercher des ressources internet un peu actualisées pour les finances publiques comme FIPECO. Et après, on s'organise en fonction de notre auto-diagnostic, des matières dans lesquelles on est plutôt à l'aise, celles où on est un peu plus faible, et on passe plus ou moins de temps pour compenser ce delta et essayer d'aller chercher des bonnes notes dans chacune des disciplines. Pour ma part, à titre personnel, j'ai ciblé assez rapidement l'épreuve de notes de synthèse qui est le plus gros COEF et qui pour l'INED s'appelle Valorisation de l'expérience professionnelle en organisation et gestion des collectivités territoriales. Et je vais vous raconter un peu une anecdote, mais sur les 2 premiers concours blancs de l'année, j'ai eu des bonnes notes. Et au 3e, je me suis complètement effondré. Ça veut dire quoi une bonne note ? J'avais eu 2,14 sur les 2 premières épreuves et je suis basculé à 7 sur la 3e, alors que je pensais avoir sécurisé plus ou moins cette approche-là et cette note de synthèse. Et j'ai repris toute la méthode à fond. Il s'est avéré que sur les 2 premières copies, c'était surtout des matières et des politiques publiques que je maîtrisais, que j'avais eu à conduire dans ma vie professionnelle. Et la 3e, ce n'était pas le cas. Et il a fallu donc que je repense ma manière de procéder. Et j'ai produit beaucoup de copies dans cette discipline précisément pour réussir à rehausser mon niveau, mieux intégrer la méthode. Je renvoie, tu le feras mieux que moi, mais au podcast de Jean-Thomas et de Ève qui détaillent un petit peu les différentes organisations. Mais c'est effectivement le choix que j'ai fait de compenser moi aussi sur cette épreuve en trouvant des tips, en trouvant du fond, en actualisant avec des petites fiches de connaissances les différents sujets de la gestion des collectivités et qui m'ont permis, bon an mal an, d'aller chercher une bonne note le jour J. Et c'est ce qui compte et ce qui quand même sécurise aussi sa manière de faire. Et après, pour parler rapidement des autres disciplines, j'ai fait le choix de creuser les finances parce que c'est une compétence technique, un petit COEF, mais dans lequel on peut aller chercher une bonne note. Donc j'ai fait ce choix-là. Sur l'économie et le droit, c'était à peu près le même temps de travail. Je me permets quand même une précision parce que certains candidats décident de ne pas forcément
travailler le droit public parce que c'est une épreuve où on a un dossier qui est assez touffu, surtout pour l'INET, avec une mise en situation. Mais dans ce dossier, on trouve des connaissances. Et on peut aller chercher une note correcte sans avoir forcément travaillé tous les chapitres du droit public. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne tactique parce que ces connaissances-là, il va falloir les remobiliser à l'oral sur une épreuve très dure qui s'appelle la DGCT, Droit et gestion des collectivités territoriales. Et si on n'en a pas fait de manière sérieuse tout au long de l'année, on risque de se confronter à un mur. Donc quand même, travailler le droit public, même si on pense, et c'est vrai en réalité, qu'on peut aller chercher une note correcte sans avoir un fond juridique forcément très dense. Tu as pu tenir bon jusqu'aux écrits de l'INET, mais tu as aussi passé le concours de l'INSP 2 mois plus tard. Tu l'as dit tout à l'heure, une préparation INSET qui était surtout sur la méthode. Les matières se ressemblaient-elles, puisqu'on parle un peu au passé vu que l'INSP a été réformé. Comment tu as abordé ce deuxième tour d'écrit 2 mois plus tard ? Alors effectivement, je suis allé présenter cette épreuve et ces écrits de l'INSP en partant du constat que le programme était le même, qu'à niveau d'exigence à peu près équivalente sur ces concours A+, c'était dommage de ne pas capitaliser sur cet investissement d'une année. J'admettais que dans des écrits, il y a un facteur chance qui est incompressible, et donc c'était aussi une manière de diversifier mon approche. Après, j'avais effectivement, et ça je l'ai mis en avant, fait le choix de me concentrer sur la méthode INET. Je n'ai préparé aucun devoir en situation INSP, mais de toute façon, les 4 heures de l'INET, c'était ça le plus grand défi sur les devoirs de dissertation. Quand on avait 5 heures à l'INSP, d'une certaine manière, tant mieux, ça nous permettait d'avoir un produit fini sans doute un peu plus formalisé. Et c'est comme ça que je suis allé présenter ces écrits. Sur les connaissances, en droit public, c'était le même programme. En économie, j'avais quand même insisté sur la dimension économique des politiques locales, donc l'économie sociale et solidaire, qui ne sont pas forcément un point qu'on vient creuser quand on prépare l'INSP. J'avais aussi concentré mon attention sur les compétences des régions, donc j'avais fait quelques focus. En revanche, j'avais moins travaillé les questions de politique monétaire, je l'avoue, ça tombe bien, le jour du concours à l'INSP, c'est pas un chapitre qui est tombé également. Ouf, exactement, soulagement. Et puis sur les finances publiques, j'avais effectivement travaillé l'étendue du programme, donc là-dessus il n'y avait pas vraiment de difficulté, même si j'avais prêté une attention très forte à la coloration locale des finances publiques, puisque les 3 questions qui sont tombées à l'INET sur l'édition 2023, c'était que des sujets de finances locales, donc il faut quand même y prêter une attention particulière. La note de synthèse en questions sociales, je ne l'avais pas travaillé en tant que tel, mais ça peut recouper des problématiques de compétences locales. Là, c'était de l'aide alimentaire. Le dossier est quand même une bonne base, donc j'ai pu composer avec. Et les questions de société contemporaine, c'était à l'époque le même programme. Voilà. Mais j'ai pu faire ça l'année dernière parce qu'effectivement, il y avait en fait un formalisme qui était très proche et qui permettait de faire ce grand écart. Aujourd'hui, avec le concours et les écrits tels qu'ils sont proposés à l'INSP, il aurait fallu que je travaille les questions européennes et les questions internationales. Moi, dans ma charge de travail, c'était des connaissances que je n'ai pas pu acquérir avant les résultats d'admissibilité. Avant de te projeter pour les oraux. D'accord. Et toi, Aurélie, alors, toi qui as retenu l'INSP dans les 2 concours par rapport à l'INET où tu t'es aussi admise, est-ce que tu as insisté sur ta préparation beaucoup plus sur l'INSP et donc tu attendais surtout le concours en août, et donc tu as vu un peu d'une certaine manière, à très gros traits, le concours de l'INET comme un premier concours d'entraînement. Comment tu as vu ces 12 mois de préparation, puisque en septembre jusqu'à fin août pour l'INSP ? Alors pas du tout, j'avais vraiment mis ma fin de préparation pour l'INET. C'était vraiment dans mon rétro-planning idéal, c'était vraiment d'avoir fini pour l'INET. J'ai pas du tout distingué les matières dans la façon dont je les préparais, mais parce que les concours étaient assez similaires. À part pour les finances publiques, comme le disait Thibaut, j'ai vraiment beaucoup plus travaillé les finances locales avant de présenter l'INET, notamment les dernières semaines où là on a vraiment un moment intense d'apprentissage et là je me suis vraiment focalisée là-dessus. En revanche, pour les autres matières, c'était à peu près la même préparation, mais comme je rendais des devoirs spécifiques, c'est là où je distinguais la méthodologie. Et j'avais aussi, venant de l'État, travaillé quand même beaucoup plus sur les compétences des collectivités, mais je l'envisageais comme une matière à part et pas comme une coloration dans chacune des matières. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai réussi à faire des ponts
pour essayer au final de nourrir chacune de mes copies de cette coloration locale à l'INET. Et ensuite, pendant l'été, donc l'INET étant fin juin, l'INSP fin août, j'ai eu quelques nouvelles semaines pour refaire un tour dans mes révisions. Et donc pendant l'été, je n'ai rien fait de nouveau, j'ai repris mon existant et je l'ai juste fait une deuxième fois. J'avais pas du tout envisagé l'INET comme une étape d'entraînement, mais c'était vraiment aussi une fin en soi. D'accord, bon, ma question était forcément un peu provocatrice, mais tu l'as bien senti. Est-ce que, comme Thibaut, tu as peut-être eu un ou deux rendus d'épreuve qui a été une sorte d'électrochoc? Thibaut nous parlait, il a eu un 7 au bout de sa 3e épreuve alors qu'il pensait être plutôt à l'aise. Est-ce que toi aussi tu as eu un électrochoc au cours de ta préparation ou en fait peut-être c'est monté progressivement? Comment tu as vécu ce rapport aux notes et à cette évaluation permanente Pour les épreuves écrites, moi j'avais la chance de ne pas avoir eu vraiment d'oscillation au cours de l'année, donc évidemment il y avait des notes plus élevées et certaines qui étaient un peu plus modestes, mais j'ai pas eu de catastrophe non plus et de grosses remises en question. En revanche, ce que je faisais à chaque fois, c'est un conseil que je peux donner aux préparationnaires, je m'étais créé un tableau Excel et je reprenais vraiment l'ensemble des thèmes de mes copies, la note, mais surtout les 2 colonnes essentielles, c'était les points positifs et les points négatifs que m'indiquait mon correcteur. Et à chaque fois que je repassais une épreuve, j'allais relire ce qu'on m'avait dit avant. Et donc, comme ça, j'ai pu, au cours de l'année, enrichir et essayer de veiller à ne pas reproduire les points négatifs qui avaient été identifiés. Et ça permet, je pense, d'avoir une sorte de progression continue, même si ça n'empêche pas des accidents, évidemment. Mais c'était un peu moins un sujet pour moi. Tu capitalisais énormément en fait sur les corrections. Souvent, le premier réflexe, c'est de regarder la note, de se dire « Ok, bon, j'ai réussi ou j'ai pas réussi », de lire les retours, puis après de la poser sur un coin de table et de les stocker. Mais toi, tu avais un vrai travail de progression, d'aller récupérer chaque info possible dans tes copies. En même temps, c'était un temps qu'on investit lourdement, quand on fait 4 heures, 5 heures d'examen. Mais souvent, on perd toute notion rationnelle quand on regarde seulement la note. Oui, pour moi, la note, c'était une indication. Évidemment, ça fait du bien au moral quand la note est bonne, hein, c'est une évidence. Mais le plus important pour moi, c'était les critiques qui étaient formalisées. Et on se rend compte qu'en fait, ce sont souvent les mêmes qui reviennent quand on fait ce bilan-là. Donc c'est, je pense, un peu plus facile à se corriger soi-même quand on a cette lucidité-là au fil du temps. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de critiques que tu avais Pour plutôt des copies INSP, ce qui est un peu le défi pour chacun des candidats, je crois, c'était la question des propositions opérationnelles. Dans quelle mesure il fallait que la proposition qu'on fait dans la partie, la sacro-sainte partie 2B, qui est donc la partie dévolue aux propositions, dans quelle mesure elle doit être précise, comment penser les bons acteurs, comment penser les bonnes temporalités, quel est le degré de précision, comment on présente les choses. Tout ça, ça se travaille au fil du temps. Et à la fin, ça ne devient pas, je ne vais pas dire un automatisme, mais on en a tellement fait qu'on comprend un peu mieux les attendus et on sait un peu mieux, même face à un sujet qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on a plus de facilité à faire des propositions qui vont parler au correcteur. Et pour compléter un peu sur les écrits, un autre conseil que je pourrais donner aux préparationnaires, c'est de faire très attention à la question du vocabulaire. Je pense que c'est ça qui distingue beaucoup les copies. Et donc moi, je faisais un gros travail sur le lexique, sur des glossaires, pour essayer d'avoir le bon mot au bon moment, notamment dans les titres. Et je crois que c'était ça aussi un gros défi dans ma préparation, c'est de faire ce travail sémantique-là. Est-ce que par exemple c'est le fait de bannir le mot important qui est totalement qui n'est pas quantifiable par exemple? Alors oui, ça peut être des mots à éviter et donc l'objectif que vont vous donner l'ensemble des intervenants, c'est plutôt d'avoir des titres, ce qu'on appelle signifiants, c'est-à-dire de faire en sorte que le titre qu'on utilise puisse être utilisé uniquement pour cette copie et qu'il veuille dire quelque chose en lui-même. Mais c'est aussi pas forcément une vision négative, c'est aussi une vision positive. Dans chaque matière, quand on est en droit, on utilise vraiment du vocabulaire juridique. Quand on est en éco, on utilise vraiment du vocabulaire économique. Et ça passe par des toutes petites choses, parfois juste des formulations. Mais ça, je pense que ça fait la différence. Et ce travail-là sur mes copies était aussi important pour progresser. Thibaut, est-ce que tu as eu ces mêmes points d'attention sur le vocabulaire, sur le lexique ? Oui, je partage. Je ne pense pas avoir forcément mené le même travail et aussi approfondi qu'Aurélie, mais j'ai été sensible à ces questions-là. C'est vrai aussi pour l'introduction. Enfin, ça, on peut décortiquer une copie. Tout
les parties ont une importance, mais je pense qu'il faut quand même faire très attention à la méthode, on l'a dit. L'introduction, c'est la prise de contact entre le correcteur et sa copie. Il faut savoir bien poser les enjeux, amener une problématique et annoncer son plan. Il faut pouvoir identifier les titres signifiants et l'avancée d'un raisonnement. C'est ça qu'on attend d'un candidat, c'est qu'il développe une position, un raisonnement qui soit construit avec des exemples concrets, pas seulement des idées, et savoir aussi dans chaque paragraphe, sous-paragraphe, donner l'intention initiale et après les décliner avec des exemples. Mais je pense que ce rapport à la copie, à la manière d'écrire est quand même très important dans les concours administratifs. Il faut l'admettre et le reconnaître. Et aussi bien écrire, avoir une graphie lisible. Moi, c'était vraiment mon cas en externe et je pense aussi à toutes ces personnes qui travaillent sur ordinateur peut-être pendant 4 ans, voire plus, quand on passe la voie interne et qui doivent se remettre à écrire. Ça doit forcément être un sujet pour certains. Donc peut-être pas pour vous, parce que vous ne l'avez pas identifié, mais moi, ça m'a quand même assez traumatisé. Si, je suis la preuve vivante qu'on peut écrire très mal et réussir un concours. D'accord. Mais est-ce que tu as progressé quand même sur ta graphie, ou tu t'es dit, c'est pas grave, mes connaissances sont plus importantes? J'ai pas eu le temps de faire des cours de calligraphie durant l'année de prépa. En revanche, je faisais très attention, notamment dans le concours interne, c'est très important, à la forme de ma copie. J'avais des automatismes, un truc idiot, mais les numérotations étaient toujours les mêmes, les encadrés étaient toujours les mêmes, pour avoir une sorte de mécanisme où en fait on ne réfléchit plus le jour J. C'était vraiment intériorisé. J'avais bien sûr le même format de notes à la fin, et je crois que c'est aussi un point d'attention que j'ai eu le jour des épreuves, c'est de bien visualiser comment devait être ma copie à la fin, et ça m'a beaucoup aidé à m'enlever une partie des incertitudes et du stress en ayant déjà ça d'acquis. On sait à quoi ressemble la copie à la fin. D'accord. Dernière question avant de basculer sur la partie 4. Comment vous avez fait évoluer vos fiches? Comment vous êtes tenu au courant de l'actualité? Parce qu'il y a certainement un lien entre actualité et sujet posé au concours, ou en tout cas connaissance attendue le jour J lors des épreuves. Comment vous vous documentez là-dessus? Est-ce que vous regardez les journaux et tous les jours? Voilà, comment vous avez travaillé ça? Pour ma part, j'écoutais la radio tous les jours, ça c'était vraiment systématique, et j'essayais de lire la presse écrite, au moins les grands titres, pour être certaine de n'avoir raté aucune info, mais j'étais très vigilante à avoir un temps limité sur l'actualisation, parce que j'avais l'impression sinon de ne pas avoir le temps de faire la base des thématiques. Et donc comme je te le disais, moi j'ai très peu fiché, donc très peu actualisé. En revanche, j'avais quelques grosses fiches mémo chiffres, et donc là je me tenais à une source d'information. Par exemple, je prends l'exemple des finances publiques. J'avais une source clé qui était la loi de finances initiale. Je savais que toutes mes données étaient au maximum fondées là-dessus. Et lorsque j'avais des données manquantes, j'allais piocher dans une autre source, mais j'évitais de me disperser à actualiser en permanence, parce que sinon, vraiment, on peut s'y perdre beaucoup. Et toi, Thibaut, sur l'actualisation des fiches, est-ce que tu y as passé beaucoup de temps? Non, je partage ce que vient de dire Aurélie. En réalité, j'ai pas forcément eu beaucoup de fiches, si ce n'est en OGCT, la matière d'épreuve sur dossier du concours de l'INET. Pour le reste, j'étais surtout sur mes manuels et j'allais potentiellement dans le cours rajouter quelques mentions en fin d'actualisation, une jurisprudence intéressante, un élément d'actualité que j'ai pu tirer de la presse ou d'informations dans les médias, des focus sur certaines politiques publiques, comme territoire d'industrie par exemple, sur la politique industrielle, mais je n'ai pas forcément cherché à actualiser coûte que coûte mes données. Mais pas de radio, pas de télé en tant que telle sur de l'actualité brûlante, plutôt de la radio sur des dossiers? Oui, alors si, j'ai fait aussi un usage assez immodéré de la radio, j'ai évoqué les podcasts, et puis tous les matins, j'avais 1 heure de trajet en vélo pour aller sur mon lieu de travail. Donc c'était quand même l'occasion d'écouter la presse. S'il y avait des éléments intéressants, j'essayais de les mettre dans les dossiers et les fonds de cours que j'avais pour les actualiser. Mais finalement, c'était plus un bruit de fond et une connaissance que j'essayais d'intégrer directement. Sur l'actualisation, c'était essentiellement ça. D'accord. Et comment vous avez vécu les quelques jours avant les écrits? Quel rituel vous avez appliqué? Les tout derniers jours, moi, je n'ai pas travaillé. Que ce soit pour l'INET ou l'INSP, je m'étais vraiment gardé des créneaux où je me suis vraiment reposée. En revanche, si tu veux remonter un tout petit peu plus loin, les 3 dernières semaines avant chaque concours, là, j'étais en mode très, très intense. J'ai fait des très grosses journées et là, je revenais vraiment
à mes fameuses fiches mémo très intenses où j'avais la base de la base, ou en tout cas les données essentielles, et je m'en tenais à ça. Et j'allais plus du tout chercher d'autres infos parce que j'avais trop peur de ne pas avoir le temps de relire ma substantifique moelle. C'était vraiment mon enjeu prioritaire. Je partage, j'ai à peu près utilisé la même méthode, c'est-à-dire que jusqu'à, disons, 1 mois avant les écrits, je coupais tout approfondissement thématique. Je considérais que j'avais le socle de connaissances dans mes documents et c'était de la révision, un peu de la récitation si on veut dire. On vérifiait que sur chaque chapitre, les éléments pouvaient remonter facilement et de la relecture essentiellement. Ok, très bien. Et ben maintenant qu'on a abordé l'ensemble des épreuves écrites, on va pouvoir insister sur les épreuves orales. Partie 4 sur les oraux. Comment on anticipe les oraux, peut-être dès le stade des écrits? Aurélie? Alors, je vais te parler peut-être en 2 temps. D'abord, les matières techniques, qui étaient questions internationales, questions européennes, pour parler de l'INSP, et je laisserai Thibaut parler de l'INET. Sur les épreuves techniques, l'enjeu, c'est de les travailler en amont autant que possible, parce que les informations à apprendre sont vraiment extrêmement nombreuses. C'est pour moi les matières les plus difficiles à aborder, parce que j'avais l'impression d'un infini. Et justement, tu parlais de l'actualisation. Là, l'actualisation en question internationale, elle est indispensable. Et j'avais l'impression que c'était un puits sans fond, que j'allais jamais m'en sortir. Donc, le conseil, c'est quand même de les travailler en amont. Mais aujourd'hui, la formule du concours va s'y prêter d'autant plus. Et sur la question, par contre, des épreuves de positionnement plutôt grand oral, entretien collectif d'interaction, l'enjeu pour moi, ça avait été tout au long de l'année, ça je l'ai vraiment fait, de faire de nombreux entraînements pour refaire ma présentation. Et en fait, elle a vraiment beaucoup évolué en cours d'année pour essayer d'être le plus lucide sur soi-même, le plus honnête aussi dans son propos. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la différence à la fin, c'est le jury, il a envie de connaître la personne. Et lorsqu'on s'est suffisamment entraîné, on a pu un peu enlever cette barrière qu'on a traditionnellement quand on se présente à quelqu'un et essayer de se montrer sous son meilleur jour et se montrer de manière la plus transparente possible. Voilà. D'accord, je rebondis sur la nouvelle forme du concours de l'INSP qui intégrera au stade de l'écrit les questions européennes, internationales et qui regroupe avec finances publiques et questions sociales une grande épreuve de questions-réponses courtes. Donc oui, c'est une autre approche, mais toi, tu as bien identifié ça comme étant des épreuves très, 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 très denses et sur lesquelles, quand on arrive peut-être juste après les écrits, on est un petit peu fatigué et ça devient difficile de rentrer dans une nouvelle matière. Oui, après, je pense que le jour où on a les résultats, de toute façon, on a une telle montée d'adrénaline que là, on arrive à se remobiliser. Et donc, moi, j'avais travaillé surtout les questions européennes en cours d'année, un peu moins les questions internationales. Et là, je me suis vraiment focalisée dessus de manière très intense. Et ça m'a permis, comme j'avais déjà travaillé sur le grand oral en partie, ça m'a permis quand même d'avoir ce temps dédié à ça. Et oui, pour le grand oral, je pense que mon conseil vaut toujours. Il faut quand même mûrir son projet. Il ne faut pas croire que c'est évident. C'est tout sauf évident de savoir se présenter, de savoir exprimer ses motivations. C'est, je pense, la chose la plus compliquée dans un concours. Et on s'en rend compte le plus tôt possible sur le fait qu'on peut être fragile sur l'identification peut-être d'échecs professionnels ou même quand on nous dit oui, un échec ou une réussite, pouvoir identifier au mieux. Ça permet de travailler son parcours. D'accord. Oui, et ça permet aussi, toi-même dans ta préparation, de capitaliser aussi sur tes forces, aussi pour les écrits, toujours dans un aspect de progresser. Quand tu sais que tu as eu des bonnes expériences professionnelles, tu peux aussi t'en servir pour faire des propositions qui ont du sens. Donc je pense que s'interroger sur son parcours, c'est pas du tout une perte de temps, c'est aussi utile pour toute la préparation. D'accord. Et toi Thibaut, alors, par rapport aux épreuves orales de l'INET, mais aussi bien sûr de l'INSP ? Alors pour ma part, une fois qu'on a les résultats, je partage le fait qu'il y a quand même un shot d'adrénaline et qu'on engage un nouveau concours pratiquement. On repart de zéro, on se remobilise et on va creuser les questions un peu différemment de la manière dont on s'est organisé à l'écrit. Il y a des épreuves techniques, on l'a évoqué. Pour l'INET, qui est le concours que je préparais en priorité, c'était droit et gestion des collectivités et questions européennes. C'est une épreuve optionnelle des questions européennes. Soit on choisit questions européennes, soit on bascule sur questions sociales.
Il y a aussi une épreuve de langue. Pour ma part, je ne l'avais pas retenue. Là aussi, c'était option. Donc, si on avait une note au-dessus de la moyenne, c'était des points en plus pour les candidats. Et après, il y a les 2 épreuves de posture qui sont le grand oral et l'épreuve collective d'interaction qui, pour l'avenir, va ressembler entre ce qui se passe à l'INSP et à l'INET. Et à l'époque, l'épreuve d'interaction, c'est une épreuve où on mime une réunion professionnelle en situation avec chacun des postes. On peut se retrouver, par exemple, DRH, c'était mon cas, sur un sujet d'attractivité de la fonction publique. Il fallait qu'on crée une marque employeur pour attirer des agents recrutés dans les directions en tension. Et j'avais avec moi, à l'époque, un directeur des routes, une directrice de la restauration scolaire et une directrice de la communication. Et ensemble, il fallait qu'on trouve des solutions opérationnelles. Donc ça, c'est des épreuves de posture pour commencer par elles. C'est des épreuves qui doivent se préparer assez rapidement. Il n'y a pas 10 000 façons de faire, il faut en passer et en présenter. J'ai essayé d'en faire à peu près une toutes les 2 semaines, ces épreuves de posture, qui sont sur une logistique un peu compliquée. Ça représentait du coup 3 épreuves d'interaction, entre les résultats et le passage des concours, et environ 4 grands taux que j'ai dû présenter aussi en situation. Et à chaque fois, j'essayais de représenter, d'affiner ma présentation. Quand tu dis une fois toutes les 2 semaines, c'était dès le début de la préparation ou vraiment à partir des écrits ou des résultats ? Non, ma préparation aux oraux, elle a vraiment commencé à la sortie des résultats d'admissibilité. J'avais eu en amont quelques initiations, on va dire, avec ma tutrice et quand on était en groupe, mais c'était très ponctuel. On avait fait 1 ou 2 épreuves d'interaction bien en amont des écrits. Donc toi, tu as préparé les oraux vraiment une fois les résultats de l'admissibilité affichés, puisque aussi, l'INSP tombe fin août et les résultats devaient tomber peut-être quelques jours après. Début septembre, il me semble, pour les résultats de l'INET. Et dans la préparation proposée par l'INSET d'Angers, et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Aurélie, il y a 1 semaine, juste après les résultats, où on est réunis, admissibles volontaires, pour faire toutes les épreuves de l'INET en conditions réelles avec un jury réuni pour l'occasion. Et ça nous donne une base sur laquelle construire et affiner notre présentation et voir les épreuves techniques où on est un peu faible. Donc j'ai capitalisé là-dessus, évidemment. Pour les épreuves techniques dont j'ai un peu moins parlé, ce que j'ai cherché à faire, c'est de me mettre en binôme avec quelqu'un pour que chaque semaine, on se propose un oral blanc en conditions réelles. C'est-à-dire que juste avant de se connecter, on envoie le sujet de chacun, on prend les 30 minutes de préparation et on passe en conditions réelles pendant 10 minutes pour présenter notre raisonnement sur le sujet qu'on a proposé à l'autre. Et on fait les 20 minutes de questions et d'échanges un peu plus techniques qui s'ensuit. Très rapidement, je l'ai mis en œuvre sur les épreuves techniques pour vérifier que mon apprentissage des connaissances, j'étais en mesure de les remobiliser, puisque c'est quand même ce qu'on cherche à la fin. Et on se rend compte comment un jury agit, pense, traite un exposé qui peut être long, parfois de 10 minutes, ça peut paraître long, ça peut paraître court. C'est une méthode pour se mettre à la place et peut-être améliorer sa présentation et sa capacité de réponse. Je ne l'avais effectivement pas pensé comme ça au départ, mais c'est très intéressant pour le candidat de changer de posture et voir un peu les points forts, les points faibles de l'autre, s'en inspirer et comprendre ce qui marche. Et donc essayer de le développer. Même des enjeux très de prise de parole, de débit, de manière dont on souhaite passer les messages, la manière de souligner les sous-parties, c'est de la forme, mais on s'en rend bien mieux compte quand on fait ça à plusieurs. Et toi Aurélie, comment tu as travaillé ça alors ? Alors, je suis d'accord avec Thibaut, vraiment l'essentiel c'est les entraînements. J'en ai fait aussi beaucoup, j'ai fait beaucoup d'oraux blancs à partir du moment où j'ai su mes admissibilités. J'ai pu travailler pour l'INET avec d'autres élèves de Sciences Po Lille, donc ça c'était très précieux. En revanche, pour l'INSP, j'avais pas la chance de pouvoir avoir de binôme pour m'entraîner, mais j'ai sollicité des oraux avec des anciens profs que j'avais eus, et c'était aussi extrêmement utile pour... tu parlais de cette question des 10 minutes, mais la maîtrise du temps, encore une fois, il faut acquérir un automatisme et il n'y a pas de secret. Là, il faut s'entraîner. C'est pas très original comme réponse, mais j'ai que celle-ci à donner comme conseil. C'est des entraînements en temps réel sur les formats des épreuves. Et puis il y a un côté, peut-être quand on est admissible, tu parlais du pic d'adrénaline, mais il y a aussi peut-être un pic de confiance et de légitimité où on se dit, après tout, je suis admissible, je vais devoir... incarner peut-être un futur fonctionnaire devant les autres, je vais peut-être me débloquer d'une certaine manière. J'ai pas eu un pic de confiance, j'ai eu plutôt un pic en me disant j'ai pas fait tout ça maintenant
pour pas réussir aux oraux, ce serait trop dommage. Donc s'il y a une période où il faut vraiment se donner à 300%, c'est maintenant ou jamais. Donc c'était plutôt dans ce sens-là, essayer de donner le meilleur de moi-même, mais j'avais pas du tout développé une surconfiance. Ça arrive peut-être chez des candidats, mais quand on voit les mines des candidats dans les couloirs des oraux, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui déborde de confiance en soi. Oui, alors je pensais peut-être pas à la surconfiance sur ce niveau-là, mais peut-être que quand on passe les écrits, on est peut-être confronté tout le temps à se dire est-ce que je suis légitime pour présenter un concours de ce niveau-là, de ce cru-là, un concours administrateur, et qu'une fois qu'on est admissible et qu'on est au même titre que d'autres candidats sur le banc de ceux qui vont passer les oraux, à ce moment-là, on peut se dire bon bah après tout, allons-y. Je mérite peut-être ma place ici, donc et là oui, on bosse à 300%. On a une énergie assez folle. Bon, quelques jours après, il faut quand même dormir, mais on peut vraiment investir les épreuves à fond. Mais donc, si je comprends bien sur les épreuves des oraux, surtout toi, Thibaut, en fait, tu ne nous avais pas préparé en amont, tu as attendu le stade de l'admissibilité aux écrits. À l'inverse, où toi, justement, Aurélie, tu avais déjà pu, sur les questions européennes et le grand oral, t'entraîner. Pour ma part, les oraux, j'ai vraiment commencé sérieusement au moment des résultats d'admissibilité. En fait, après les écrits, il y a déjà un temps de vacances qui tombe bien, mais après les écrits de l'INET, on arrive en juillet. Et donc on prend quelques semaines pour souffler et faire une véritable pause. Après, moi j'ai repris le travail en août, ce qui m'a permis de me remettre dans la préparation de l'INSP. Et puis les résultats d'admissibilité tombent et là on se réorganise. Pour ma part, si je dois préciser, c'est là où j'ai posé des congés. J'avais un compte épargne-temps, j'ai mobilisé des congés de l'année pour avoir un mois à temps plein sur la préparation des oraux et peut-être compenser un petit peu le travail que je n'avais pas pu faire en amont. Je veux insister sur un point, c'est que dans ma situation personnelle, la préparation des oraux a été la période que j'ai ressentie comme la plus stimulante. Au sens où on est obligé d'avancer sur une posture où quand on voit l'actualité, quand on lit une brève, il faut se dire mais qu'est-ce que j'en pense ? Quel est mon avis ? On construit un raisonnement, on a une méthode qui est en train de se mettre en place et on évolue pour aller à la rencontre du jury du grand oral avec une pensée construite et qu'on n'a pas toujours le temps de faire de la même manière quand on est sur les écrits. Je trouve que c'est un point important. Et puis, il y a aussi un rapport à la préparation qui est plus immédiat. Quand on fait un oral blanc, que ce soit technique ou grand O, on a de suite derrière un retour de qu'est-ce qui ne va pas, comment je peux évoluer, etc. Et donc, on navigue à vue, mais on ajuste toujours et on voit quand même les progrès. C'est une période astite qui est assez stimulante et on réfléchit sur encore à nouveau et de manière encore plus approfondie sur nos motivations, sur qu'est-ce qu'on va vouloir faire après ce concours si on le réussit. Et en réalité, c'est quand même assez satisfaisant. Et je rebondis juste sur ce point et sur ta remarque précédente aussi, sur le fait que la posture en tant que haut fonctionnaire à venir est absolument essentielle, pas que pour le grand oral, mais pour l'ensemble des matières qu'on présente. Il faut vraiment, je ne sais pas si c'est une nouvelle forme de légitimité comme tu l'exprimes, mais en tout cas, il faut faire illusion qu'on est dans cet habit-là et il faut rentrer dans chaque salle d'examen en se disant « je présente en tant que ». Futur haut fonctionnaire. Parce que ce positionnement-là, il est vraiment essentiel et je pense qu'il est aussi, il permet de discriminer les candidats entre eux. Et après, je vais faire un petit complément. Les questions européennes, j'ai découvert sur le tard, au moment de l'admissibilité, mais c'est une matière qui, à titre personnel, j'ai trouvé passionnante. Je me suis même demandé comment j'ai fait pour passer à côté de ce contenu pendant aussi longtemps. Et en réalité, ça te permet de comprendre comment fonctionne la politique agricole commune et donc comment vivent au quotidien les agriculteurs français. C'est ça qu'on travaille et donc on est capable d'y passer du temps et de l'investir réellement. Et puis après, pour être tout à fait honnête, les questions internationales, j'ai travaillé en 6 jours entre le résultat d'admissibilité de l'INSP et ma date de passage qui était immédiatement après. Ça a été 6 jours consacrés à ça, une maîtrise qui était insatisfaisante des dossiers, c'était évident, mais j'ai eu de la chance sur le sujet qui est tombé, qui était un sujet assez géographique, puisque c'était les frontières dans les relations internationales, et j'ai sauvé une note qui était correcte à 12, mais qui du coup n'est pas rédhibitoire. Et c'est aussi ça les concours, c'est des contextes, de la chance, et il faut faut faire ce pari-là et y aller, même si on ne se sent pas prêt. Et si je peux ajouter, sur les oraux, je pense que la période étant vraiment très critique et très intense, c'est à ce moment-là que je pense que le soutien des proches est fondamental. Moi, je me suis vraiment reposée sur mes proches. J'ai délégué toutes les tâches que j'avais à faire. Mon conjoint a tout assuré pendant cette période-là pour me permettre de me donner à 300%. Et quand on a des charges de famille, c'est pas évident.
Mais c'est très précieux de pouvoir compter sur ses proches et il ne faut pas hésiter à solliciter parce que ça n'arrivera peut-être qu'une fois dans sa vie. Donc c'est pas facile, mais c'est un temps très réduit auquel il faut se consacrer pleinement. Belle mention à ton compagnon justement sur la période des oraux. Et ça me fait penser à cette question plus généralement parce que j'ai l'impression qu'on ne l'a pas encore évoquée. Vie perso, vie pro et préparationnelle en même temps, mais vraiment ambition personnelle de passer les concours. Comment on fait quand, avec son conjoint, peut-être qu'il ne partage pas cette même ambition publique, cette même ambition de la fonction publique. Toi, Thibaut, on a l'impression que c'était plutôt simple parce que pas de contraintes d'enfant et déjà une stabilité dans le couple. En tout cas, c'est ce qui en est ressorti. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision que j'ai de cette situation personnelle ? Oui, je comprends ta question, mais en fait, cette simplicité apparente, elle a quand même nécessité un temps de préparation et d'ajustement qui était nécessaire et de discussion avec ma compagne. C'est elle la première que j'ai prévenue quand ce projet de représenter les concours administratifs s'est vraiment concrétisé. Et elle a compris l'investissement que ça allait demander. Elle m'avait accompagné sur les concours externes quand je les avais présentés une première fois, donc elle mesurait quand même ce travail. Elle savait que c'était une envie, et donc elle a fait le choix de me soutenir. C'était pas forcément facile pour elle. Il y a eu un peu un rééquilibrage des tâches quotidiennes, et là-dessus, c'était quand même important, même si j'essayais de faire ma part, mais c'était quand même pas du 50-50, je dois le reconnaître. Elle était aussi très importante pour moi parce qu'elle a su me recadrer. Je vous ai dit que j'étais capable d'arrêter le soir de travailler, que le week-end, je me fixais le devoir du samedi, mais d'être disponible le dimanche. Puis parfois, quand on se rapproche de la date des écrits, cette règle-là, on a un peu du mal à la tenir. Et elle était là pour me dire « Attention, c'était pas comme ça que tu avais décidé de t'organiser. C'était un peu notre deal de départ d'avoir du temps de qualité ensemble. Si on le perd, ça va devenir difficile pour nous, mais aussi pour moi. » Elle avait raison de me dire « Pense aussi à ta vie, à toi, et à avoir des moments où tu t'oxygènes dans la semaine pour pouvoir repartir le lundi matin sur un bon pied. » Donc elle a été très présente sur le plan logistique, mais aussi en tant qu'accompagnante de tous les jours pour rappeler un peu l'équilibre de vie qu'il faut savoir respecter. Et toi, Aurélie, est-ce que tu veux compléter sur la vie personnelle, comment tu as pu la mener avec ton compagnon et ton enfant ? Alors oui, je rejoins Thibaut, il y avait peut-être une simplicité apparente, mais c'était pas la réalité du tout, c'est très compliqué. Après, c'est pas impossible, hein. Je veux rassurer les jeunes mamans qui ambitionnent de passer des concours, faites-le et c'est merveilleux quand ça fonctionne à la fin, même si il ne faut pas se cacher, il y a des sacrifices à faire. C'est pour ça qu'il faut être très au clair sur ses motivations. Il faut être capable de comprendre pourquoi on part la semaine de son domicile et c'est pas évident. Ces questions-là, il faut évidemment se les poser avant à soi-même, mais c'est fondamental, comme l'a dit Thibaut, il faut se les poser aussi en couple et en famille. L'année de préparation est difficile, la scolarité par la suite ne l'est pas moins, et donc il faut être très au clair là-dessus. Pour reparler peut-être du quotidien, moi j'ai essayé de prendre autant que possible ma part au cours de l'année, mais effectivement quand il y avait des échéances qui se rapprochaient, notamment pour les écrits et je l'ai dit après pour les oraux, j'étais beaucoup moins disponible et je l'avais évidemment dealé avec mon conjoint pour qu'on puisse s'entendre là-dessus. Et donc sur les prochaines années, tu vas devoir compenser ou non? Non, je sais pas. Non, c'est lui là qui prend beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. Il y a une question quand même qu'il faut qu'on aborde. C'est que vous avez tous les deux été admis aux deux concours, INSP et INET. Vous avez choisi tous les deux un concours différent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ce choix s'est fait? Comment vous avez résolu l'équation? C'était pas évident parce que moi j'avais vraiment fait l'INET très sérieusement et au plus j'avais appris sur les collectivités, au plus j'étais convaincue par ce choix de passer l'INET. Donc je me suis posé plusieurs questions, mais je me suis dit aujourd'hui la fonction publique est de plus en plus ouverte entre les versants. J'arriverai toujours à retourner en collectivité si je le souhaite. Et donc peut-être que c'est plus facile pour moi de rester dans le versant qui était le mien, celui de l'État, que j'arriverai quand même à m'ouvrir des portes si je le souhaitais. Et donc je choisissais un peu la solution continuité plutôt que la solution de rupture. Voilà, c'est pas très original comme réflexion, mais c'était le raisonnement que j'ai tenu. Mais on doit prendre une décision très rapidement. Donc on n'a pas non plus le temps de se poser trop de questions, mais peut-être que Thibaut, tu as réfléchi un peu plus longuement sur la question. Pour ma part, en fait, vous n'êtes pas les premiers à m'interpeller. C'est vrai que c'est un choix qui a suscité un peu des interrogations. Et quand on a les résultats d'admission,
il y a un petit vertige à se dire « Ok, il faut que je prenne une décision et on a un week-end ». J'étais très sûr de mon appétence pour la territoriale, mais j'ai quand même réfléchi. Et finalement, cette décision, c'est d'abord un choix de cœur. Je viens de la territoriale, je sais ce que j'y ai appris. J'ai apprécié la proximité à l'élu et le contact avec l'usager qui sont quand même très présents et des paradigmes forts quand on travaille dans les collectivités. Et je souhaitais absolument le garder. Après, c'est aussi un raisonnement qui est un peu technique, mais les compétences de logement et d'urbanisme, elles sont en partie décentralisées. C'est les collectivités locales qui les mettent en œuvre et moi, c'est mon champ et le métier dans lequel je travaille. Bien sûr, c'est du partenariat au quotidien, mais finalement, si je prends l'exemple de la ville de Paris, dans les compétences du logement, le législateur fixe un objectif de 25% de logements sociaux, charge à la collectivité de décider comment on y arrive. Et c'est elle qui a les leviers en main à déployer. C'est elle qui met en œuvre les subventions aux bailleurs sociaux, qui préempte des immeubles ou qui encore va mobiliser son foncier municipal pour construire dessus des logements sociaux. Et en fait, je trouve qu'il y a une marge de manœuvre, des leviers, une créativité possible qui sont quand même assez fortes, tout en ayant une vision stratégique à développer. Et c'est ce que je cherchais, ce que je souhaitais conserver. Et puis après, à titre très personnel, j'aime bien cette gymnastique de partir du terrain, d'un projet de territoire et dessus de mobiliser des leviers pour répondre aux besoins sociaux de la population. On est profondément en contact avec l'usager, l'élu est à proximité et la décision politique aussi, peut-être un petit peu plus qu'à l'État. Et c'était dans ce sens-là que j'ai souhaité rester dans la territoriale pour valoriser ces points-là. Mais comme Aurélie, je suis d'accord, on le dit et il faut que les nouvelles générations de fonctionnaires le mettent en place. Il faut une mobilité interversant public. Je pense qu'on s'enrichit mutuellement d'un passage d'une branche à l'autre, qu'on a peut-être des idées qui émergent du terrain en collectivité et peut-être qu'on va pouvoir les mettre en œuvre sur un passage à l'État dans un ministère approprié. Donc il ne faut pas se mettre de blocage et il faut aller chercher ces postes-là ponctuellement quand on pense que c'est intéressant pour nous. Une question qui tombait donc à pic, puisque ça aurait pu être une question au tout début de l'épisode, mais c'était aussi intéressant de voir comment vous avez approché les deux concours de manière un petit peu identique et puis après d'avoir fait le choix final. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant de rendre le micro, une dédicace, un livre, une mention voilà, faites-vous plaisir. Moi, c'est peut-être une petite prise de recul sur cette année et demie qui a été fatigante, évidemment, avec des moments difficiles, mais on a appris énormément de choses. Que les concours finissent bien et par le haut ou non, je suis sûr qu'on en sort investi différemment, qu'on a pris une recul sur notre pratique et qu'au quotidien, ça enrichit notre travail et qu'on saura le mobiliser d'une manière ou d'une autre avec un concours des futurs postes et que c'est intéressant et que ça nourrit aussi le travail collectif au quotidien. C'est une autre manière d'accompagner son équipe et je pense que les concours ont à ce titre une valeur intéressante pour le fonctionnaire et donc méritent de s'y confronter et de s'y piquer. Très bien Thibaut. Et toi Aurélie ? Moi je veux peut-être m'adresser aux personnes qui sont déjà en préparation, qui sont intéressées à l'idée de passer ce type de concours. Ne vous censurez pas, quel que soit votre profil. Moi je l'ai dit, je viens d'un département rural, j'étais pas du tout prédestinée à ça, j'ai passé un concours avec un bébé. C'est pas du tout le cliché et le stéréotype qu'on peut avoir d'une candidate et d'une lauréate. Et pour autant, ça a marché. Donc, quelles que soient vos situations personnelles, allez-y et ça vaut vraiment le coup à la fin. Super. Merci à vous pour votre temps, pour votre retour d'expérience. En toute franchise, même on est allé sur du personnel. Je pense que ça va aider beaucoup nos auditeurs qui, forcément, de toute position, à peine les 4 ans d'ancienneté, 10, 15, 20 ans, beaucoup plus. Ça les aidera et donc je vous remercie vraiment pour ce temps-là. Merci David. On Merci compte sur beaucoup. une saison 3 et 4 du podcast Ambition Publique, même si toi aussi tu décidais de présenter les concours en interne. On verra ça peut-être un peu plus tard. Merci beaucoup Thibaut, merci Aurélie. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.